Bonjour à tous dans cette salle pour cette 10e conférence Renault Histoire. Bonjour à tous à distance. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un sacré trio, Jean-François Chauveau, Jean-Marie Réveillé, Jean-Pierre Valode, qui ont mis leur plus beau t-shirt américain. Donc à distance, vous ne pouvez pas voir, peut-être à la fin, on vous montrera aux personnes à distance comment ils sont beaux, les messieurs américains. Donc je laisse la parole à vous trois. Merci beaucoup. Et gardez les questions pour la fin pour toutes les personnes à distance. Bon, merci. Bonjour à tous. Est-ce que je peux demander gentiment à ceux qui sont à distance de couper leur micro? Merci, parce qu'on entend des bruits de vaisselle. C'est l'heure. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont dans la salle et bonjour à ceux qui sont à distance. Et merci d'avoir répondu à notre appel. Nous allons vous parler aujourd'hui avec les deux camarades de Renault aux USA. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, en tant que président de Renault Histoire, je vais vous présenter en un slide ce que fait l'association. Donc, notre association se veut être le gardien, le référent de l'histoire de Renault. Elle entreprend et promouvoit toute recherche historique sur le groupe. Elle collecte des témoignages, elle partage la passion de l'histoire, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et on maintient et on enrichit les collections. Voilà, donc de tous nos fonds historiques, on a beaucoup d'archives et on continue de les collectionner. Et surtout, cette association vit à 90% par les cotisations de nos adhérents. Donc, petit message, tous les nouveaux adhérents sont particulièrement bienvenus. Merci. Alors, nous allons passer maintenant au vif du sujet. Alors, on va peut-être commencer par se présenter tous les trois. Allez, Jean-Marie, tu attaques. Bon, moi, Jean-Marie Réveillé, j'ai toujours été au bureau d'études sur les aspects synthèse véhicule et puis spécialiste acoustique, divers trucs. Et à l'époque, j'étais ingénieur véhicule de la R9. Et quand on a parlé Alliance Encore, American Motors, j'étais tout naturellement un candidat pour aller aux USA et je suis resté là-bas de début 82 à fin 86, donc quasiment 5 ans. François? Alors, moi, j'étais aussi grand spécialiste des boîtes automatiques Renault à Lardy, aux essais à Lardy. Et comme je m'occupais d'une boîte automatique qui ne marchait absolument pas et qui était destinée à équiper le produit phare de l'entreprise Renault American Motors aux États-Unis, on m'a dit bah, tu vas essayer de la faire marcher, mais aux États-Unis. On n'a pas réussi non plus, etc. J'y suis resté de 1984 à 1992, en gros. Donc après le départ, après la vente d'American Motors à Chrysler, je suis resté dans l'équipe de transition puisque Chrysler avait besoin de grands spécialistes pour comprendre les produits dont ils avaient hérité de la part de Renault. Et j'y suis resté à ce titre et à divers autres titres jusqu'en 92. Et moi, Jean-Pierre Valode, donc moi j'étais également à l'Hardy. À l'époque, j'étais metteur au point moteur, là, je faisais la map, pour ceux qui, voilà. C'est le mot. C'est le mot, la map, la mise au point des moteurs, oui. Et donc, je travaillais sur les moteurs qui allaient équiper naturellement les voitures qu'on allait développer aux États-Unis. Et donc, moi, j'y suis parti pour m'occuper des moteurs, là-bas, en particulier la partie map des moteurs. Il y avait déjà mon camarade Jean-Yves Bourges, pour ceux qui le connaîtraient, qui était au bureau d'études. Et puis, il y avait Jean-Pierre Valode qui allait s'occuper des essais moteurs. Et moi, j'y suis resté de fin 83 jusqu'à mi-87. Jean-Marie? Ouais, alors on va parler vite fait, hein, je vais vous faire une connaissance des USA en 7 secondes. Donc la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de constructeurs présents, il y a notamment les trois grands, c'est important, hein, trois grands plus AMC. Alors AMC, les mauvaises langues disent, c'est pas le 4e constructeur, mais c'est le dernier, mais c'est eux qu'on a racheté. Donc jusqu'en 70, il y a donc quelques Japonais qui déboulent vers 75 seulement, et ils déboulent aussi avec leurs industries de luxe, hein, donc c'est Lexus, c'est Acura, c'est Infiniti pour Nissan. Honda arrive à implanter une usine japonaise dans l'Ohio parce que l'État de l'Ohio veut faire la promotion de l'industrie et les accueille en leur donnant pas mal d'argent pour installer des usines. Ensuite, les Européens déboulent, Volkswagen, Volvo, Mercedes, tout le monde y est, Audi, BMW, et certains, depuis, ont construit des usines. Hein, le premier, je crois, un des premiers, c'était Volkswagen, après Honda. Donc, et Hyundai qui arrive en 2006, et ils vont faire un malheur. PSA, c'est pas inutile de le rappeler, donc c'est un peu comme Renault, c'est échec après échec après échec. Et Stellantis, par contre, lui, il a racheté Chrysler, donc il a un petit bout d'Amérique.
Alors, si on regarde, alors les premiers trucs qu'on apprend quand on va aux US, c'est apprendre les marques de General Motors. Celles qui sont en rouge sont les marques qui ont disparu. Hein, dans les années 2000, il y a eu une révolution dans l'industrie américaine avec une GM qui a failli disparaître. Donc, on voit Chrysler. Chrysler, vous voyez, à l'époque, il y avait 4 marques. GM, il y avait plein de marques. Plymouth a disparu. Ford a fait disparaître Mercury et AMC a complètement disparu, puisque après, il y a eu des rachats, des trucs croisés. Opel, Vauxhall repris par Stellantis. Et vous voyez, maintenant, Stellantis, c'est 14 marques. Alors, le marché, c'est un marché très, très intéressant, le marché américain. C'est un marché très difficile parce qu'il est à la fois grand froid et pays chaud, poussière, le sel, la neige, les inondations, l'altitude. Il y a 15 à 20% du pays qui est au-delà de 1500 mètres d'altitude et il y a des autoroutes à 3000 mètres, 3500 mètres d'altitude. Donc, se ramener avec un petit moteur de 1,4 litre, il faut quand même le faire. Alors évidemment, boîte automatique, l'antipollution, ça a longtemps été le pays le plus sévère en antipole. En choc sécurité, ça a été aussi longtemps le plus sévère, n'est-ce pas Jacques? Et puis l'automobile, c'est un moyen de déplacement de base, donc ça roule, ça fait des kilomètres. On verra un peu après. Et puis tout ça parce que le réseau ferré est vraiment très très faible. Et puis les roulages moyens de 1000 km sont extrêmement courants. Donc c'est un pays à part. Et en tant que tel, c'est un pays difficile parce qu'il y a il y a bien de très très nombreux moyens de louper les voitures qu'on développe là-bas ou qu'on exporte là-bas. JP, c'est pour toi. Vas-y. Alors, donc là, je vous ramène en 1976. Bernard Arnault, alors le PDG de Renault, c'est Vernier Paliès. Bernard Arnault est DGA et on l'appelle l'Américain. Alors pourquoi l'Américain? Parce que dans les années 59 à 63, il a été embauché par Renault pour prendre en charge le marketing de Renault aux USA. À l'époque, on voulait percer avec la Dauphine. Alors, vas-y. Alors, voilà. Donc après, il devient PDG de août 81, mais à l'époque, il n'est, si j'ose dire, que DGA. Et c'est sous son impulsion que Renault va aller remettre les pieds aux États-Unis. Alors, la vision de Renault à l'époque, à mon avis, elle était excellente. Vision boîte automatique, il y avait toujours eu cette perspective que les boîtes automatiques allaient se développer, d'où la création de la STA à Ruitz. Renix, pour ceux qui s'en souviendraient pas, c'est la conjonction de Renault et Bendix qui ont créé une entreprise à Toulouse, Renix, et c'était le début, on est en 1978 ou 19 là, c'est le début du développement d'électronique dans les voitures. Donc Renault a la vision que l'électronique va se développer et crée sa filiale en joint venture avec Bendix et veut aller aux USA. Et finalement, aux USA, on ne peut pas racheter Ford, on ne peut pas racheter General Motors, on ne peut pas racheter. Voilà. Il y a American Motors. Ça, se rappeler aussi que American Motors et Renault n'en sont pas à leur premier contact, puisque Renault a assemblé dans les années 60 des Ramblers qui étaient en fait une voiture. En Argentine. En Belgique. En Belgique. À Rennes. Oui. Donc, voilà. Donc, pour toutes ces raisons, on investit aux États-Unis. Et on achète ce qui est disponible. Mais alors, American Motors Corporation, c'est un état, c'est une situation, enfin, les usines sont dans un état, enfin, on en parlera un peu plus tard dans le détail, mais c'était un peu l'usine de Kenosha. Je l'ai comparé avec une usine chez nous, c'était l'île Seguin, 5 étages, enfin, bref. État industriel, pas bon. État du réseau, il y avait bien 1200 points de vente, concessions, mais enfin, c'était pas dans un bon état. Alors, le socle fragile, Renault, ailleurs, ne va pas bien. Bon, en 79, ça allait encore, mais après, dans les années 83, 84, 85, Renault a connu des difficultés financières énormes. Et donc, ce qui fait que ça a précipité la fin. Et puis, le bon coup, a posteriori, c'est Jeep. Mais au départ, quand Renault a décidé d'y aller, ce n'était pas pour Jeep, c'était pour aller développer sur place une gamme de voitures Renault. Et le seul qui était disponible, c'est celui qui fabriquait les Jeeps. Voilà. Là, on vous montre le beau bâtiment d'American Motors, pour vous dire qu'il y avait quand même eu un peu de fric dans la boutique à l'époque. Hein. Mais c'était, oui, c'était un peu la tour Trump à Las Vegas, si vous voulez. Si vous voyez le genre. Alors, ça, c'est un rappel historique de dates, quelques dates clés. Le but n'est pas de dire dans le détail. On va vous parler aujourd'hui de la période entre les deux traits rouges. Mais simplement pour vous rappeler que dès 1906, Louis Renault monte un bureau à New York et à Chicago.
En 1950, Renault France, là-bas, on essaie de vendre des 4 chevaux. Et qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Oui, alors, oui, je voulais dire, en 1906, ça se passait bien et Renault essayait de vendre là-bas des voitures luxueuses. Et il n'y avait pas beaucoup de concurrents. Et en 1918, il y a eu la guerre, les Renault coûtaient cher et en plus Cadillac est arrivé. Donc là, les ventes ont chuté et c'est simplement qu'après la guerre, en 1950, que Renault s'est à nouveau réintéressé aux États-Unis. Donc les 4 chevaux étaient déjà importés par des importateurs qui voyaient une voiture, parce que la Coccinelle avait déjà du succès là-bas. Donc il y avait notamment un importateur qui s'appelait Green, qui était à New York, qui importe ça. Et quand même, en 1958, on ne se rend pas bien compte maintenant, mais il y a eu presque 62 000 ventes faites aux USA. Et si on compare ce chiffre avec les 50 000 ventes qui étaient faites en Europe hors France, on voyait que c'était le premier pays d'exportation de Renault. Donc c'était quand même significatif. Puis après, arrive la période 1960 dont j'ai parlé. Là, Bernard Arnault était aux US, donc on a essayé de continuer avec la Dauphine. Bon, la Dauphine et puis ses dérivés, et puis ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Après, on arrive en 70. Bon, là, on a la R10, R16, enfin R12, on a essayé de pousser les voitures là-bas, et puis on arrive à la période. Alors, oui, celle-là, il faut R5 le quart, parce qu'en préparant ce slide, cet exposé, on s'est rappelé que c'était notre voiture de fonction, la R5 le quart aux États-Unis. C'est la voiture de fonction de tout le monde, même Ouais. du chef. Hein. Oui. Et alors, en mars 78, accord d'intention. Renault commence de mettre au début, il a mis quoi, 5, enfin moins de 10%. Et puis la petite histoire, mais croise PSA, c'est-à-dire que les négociateurs qui allaient aux États-Unis, dans l'aéroport, ils ont croisé ceux de Peugeot qui rentraient de Détroit. Voilà. C'est une anecdote. Bon, à 80, 89, R18, Berline, Break Fuego, 2 litres de Nevada. Alors, je ne sais pas si tout ça. Médaillon, c'est une R21. 1981, rénovation de l'usine de Kenosha dans le Wisconsin, au nord de Chicago, là. 1982, José de Varder. José de Varder, c'est l'ancien directeur de l'usine de Douai. Il part là-bas, il remplace Paul Tippett, et on sort l'Alliance, c'est la R9 américaine. 83, bon, je ne dis pas plus sur les 83, alors on abandonne le K42 qui était un break de R9 en fait. 1984, pas d'Alpine GTA, il y a eu des missions, moi j'ai accompagné des missions de développement de l'Alpine GTA, des gens de Dieppe qui venaient dans la montagne à Denver, mais finalement pas faites. Construction d'usine de Brampton pour la première. Brampton, Bramley, c'est dans l'Ontario. On va en parler plus tard. Vente d'AM General. Alors oui, alors ça, c'est la AM General fabriquait, c'était la branche défense d'American Motors. Et le gouvernement américain ne voulait pas d'une branche défense qui soit sous tutelle Ils ont mis 5 ans à s'en rendre compte. d'actionnaires étrangers. Quoi. Ils ont mis ça, ils l'ont vendu. Et mars 2087, bon, on y reviendra, c'est fini. 87, coopération Chrysler Renault avec Jeep. Alors, François Chauveau, on en parlera. La Jeep, la Jeep JJ, là. Alors, JJ en français, mais JJ, on va en parler si on veut. Voilà, année 2000, vente de Samsung SM5 par réseau, Roger Penske, mais c'est un échec aussi. Et, on va descendre. Alors, sur une carte des USA, les implantations d'American Motors Jeep. Entrée autour, historiquement, le berceau de Jeep, c'est Toledo dans l'Ohio, où il y avait 2 usines Jeep. Il n'y en a plus qu'une qui est absolument gigantesque, qui fait 500 000 voitures par an, qui fait toutes les vrais Jeep, les Wrangler et compagnie. C'est phénoménal. Mais à l'époque où nous y étions, c'était une vieille usine complètement en ruine. Par exemple, j'étais responsable, après avoir usé le soleil sur les boîtes automatiques Renault, j'étais responsable du bureau d'études, entre guillemets, boîte automatique d'American Motors. Et à ce titre, j'ai spécifié dans la Jeep Cherokee de l'époque la première boîte automatique Eyssin-Warner. Nous étions le premier client hors groupe Toyota d'Eyssin-Warner, qui était une boîte 4 vitesses ultra moderne, de qualité pour remplacer un vieux Cloud Chrysler. Je me souviens, tranche pilote, la première voiture assemblée dans l'usine de Toledo avec la dernière mouture du 6 cylindres en ligne, American Motors, 4 litres, la boîte Eyssin-Warner, une boîte transfert assez sophistiquée, donc un GMP qui faisait 1,80 m de long à peu près, et puis 400-500 kg.
vendredi matin, à l'heure pile, rendez-vous, vous allez voir en chaîne la première voiture qui arrive. Donc on voit le GMP arriver, puis à cette époque-là, on n'était pas en, comment ça s'appelait le truc, TMA. au TMA, c'était comme Sandouville, l'R25 Gouffelin, on descendait le GMP par le coffre, par la baie moteur, et on l'enquillait en dessous. Donc, attroupement, nous étions les ingénieurs, les mecs des méthodes, etc., autour de la première rencontre en usine du machin et du bidule. Et tout le monde, oui, ça passe, attention. Et tout d'un coup, un grand cri, un grand crack. La poutre en bois qui supportait le treuil, qui depuis 50 ans faisait 1000 voitures par jour, qui n'avait jamais vu un tel GMP, la poutre en bois casse. C'était une usine à 1000 voitures par jour. La poutre en bois casse. Alors le vendredi à 11h, donc le Jeep Cherokee était à plus de 500 par jour à cette époque-là, hein, à peu près. Non, il était à 200 par jour. Vendredi perdu, samedi, ils ont refait des voitures le dimanche. Donc, vous voyez l'état industriel, je cite. Alors l'autre usine qui était à Kenosha, que vous voyez à gauche, au nord de Chicago, c'était à peu près du même tonneau, des pavés en bois par terre. Encore des courroies en cuir au plafond pour alimenter un certain nombre de forces de machines, de choses comme ça. C'était monstrueux. Le bureau d'études à Détroit, c'était un peu plus moderne. Ça ressemblait au bâtiment A, au bâtiment X, bâtiment Pierre Dreyfus, Boulogne. Des pistes d'endurance à Burlington, dans la campagne verdoyante ça devait être l'Illinois. Et puis alors, le plus rigolo quand même, Yuma, vous avez tous vu les westerns tournés à Yuma, qui était des années 30, un des pôles du cinéma américain. Un garage en pleine ville qui servait de camp de base au roulage dans le désert. Route désertique ou désert. 45 degrés l'été, etc. Bon, le plus difficile, c'est d'enlever les serpents à sonnette autour des transmissions. Hein. Oui, n'exagérons pas. Bon, On y va? donc c'était ça les implantations aux États-Unis. C'est pour moi, ça. C'est pour toi. Alors, c'est encore une succession des véhicules en fonction des années. Donc, 82, 87, l'Alliance de portes, donc 4 portes, qui est une R19, je rappelle, 1 litre 4, 1 litre 7, R9, j'ai dit R9, R9, 1 litre 4, 1 litre 7, boîte mécanique 4 et 5 et BVA, fabriqué à Kenosha. 83, 87, ah bah alors, il y a mon nom, Jean-Pierre Vallot arrive, 1 litre 4 turbo. Ouais, il y avait des. C'était François Castin à l'époque qui s'occupait de synthèse véhicule. Il disait: faites-moi un moteur qui met mes transmissions à yo-yo, quoi. Vos moteurs, ils sont poussifs. Alors, on développait les turbos chez Renault, c'est le début, donc 1 litre 4 turbo, voilà. Donc, j'arrive pour faire ça, puis après, vous verrez que le projet n'a jamais débouché. 84, François arrive pour s'occuper de boîte auto. François Castin, directeur engineering, et retour de Philippe Vente, qui était le patron des études chez American Motors, s'est rappelé en France. François Castin prend la succession. En 84, je vous l'ai déjà dit, le moteur 1 litre 4 turbo, il est capote. 83-87, donc on fabrique encore de portes. Encore, pour ceux qui ne savent pas, c'est la R11 américanisée. L'Alliance convertible, alors c'est le découvrable, enfin, François va en parler plus tard. 85, on abandonne l'idée de faire le break qu'on appelait K52. 1986, Alliance GTA. Attention, hein, c'est une R9. C'est pas l'Alpine, celle-là. C'est l'Alliance GTA 2 litres. Donc, c'était une version de l'Alliance, R9 avec un moteur 2 litres. Il vient de Mexico. Il venait de Mexique, ouais, il venait de Gomez Palacio. 1987, Eagle première, alors qui est devenue, donc c'est la voiture dont on va vous parler, c'est celle-là là, que vous avez devant vous, la maquette qui est là, qui est devenue l'Eagle première Dodge Monaco, alors qu'un V6 et quelques 4 cylindres, on en parlera aussi. 87-89, médaillon, ceux qui ne se souviendraient pas, c'est une R21. La Nevada, c'est la 21 break, abandon du V6. 87, abandon de l'Alpine, là, je parle de l'Alpine GTA V6 Turbo, qui avait été développé, il y a eu des missions, etc., et puis finalement, n'a pas été faite. Et puis 1998, Mercedes rachète Chrysler. Elle perd 34 milliards. Voilà, il l'achète 35 et il leur vend 1 milliard en 2007. Voilà. Donc, tu viens de rappeler des petits chiffres. Ouais, quelques petits chiffres. CG, pourquoi Jean-Marie? Ouais, alors ça, c'est la formation du truc. Le truc a commencé par Renault USA. Donc, on a envoyé Philippe Vente au tout début. Et Philippe Vente avait une toute petite entité. Il avait Castin qui faisait un peu de surveillance à l'époque. Il avait 2 techniciens célèbres joints
Guy Join et Maurice Lennery, et il avait un ingénieur qui venait de l'Hardy, qui s'occupait d'Antipol à l'époque. C'était mon chef. Qui est dû être ton chef, oui. Moi, je l'ai connu sur la R30 américaine. On avait osé penser. Et puis, avec deux techniciens, Bernard Dressel et Guy Baudry. Et eux, ils se sont occupés principalement d'une activité, c'est de préparer la version injection du moteur Elite 4 qu'on aurait mis plus tard sur une voiture. Donc, à l'époque, le bureau d'études était dirigé par Roy Lunn. Roy Lunn, c'est une grande figure d'automobile. Moi, je l'ai connu, je suis allé plusieurs fois chez lui. C'était un gars qui avait débuté sa carrière chez Lola et qui avait inventé la Ford GT40. Célèbre. Donc, il était connu comme quelqu'un de... Les premiers C'était Ford GT ouais. chez Roy Lunn ont été repris par Shelby. Et c'était un type terrible qui avait une capacité de travail absolument monstrueuse. Il déboulait à 6 h du matin, il convoquait tout son staff le lundi matin à 7 h et il les engueulait jusqu'à midi. Et c'était toutes les semaines. Et puis la direction Paul Tippett. Et à un moment, on s'est tous dit, on va se faire intégrer par American Motors. C'est ce qui arrive en 82. Et là, Renault USA, c'est pratiquement plus une entité. Philippe Vente prend la direction du bureau d'études et on met Roy Lunn un peu dehors parce qu'il était pas loin de la retraite. Un tout petit peu plus tard, c'est José de Devarder qui devient le PDG. Il vient de Douai. Il a amené un certain nombre de mecs avec lui qui étaient connus à Douai. Jésus Péon, Guy Herry, des gens comme ça. Et puis, à un moment, donc Ventre sort la voiture, sort l'Alliance et là encore. Il commence à préparer la première dont on va parler un peu. Et moi, je vais le voir un matin en lui disant bon, mon boulot est fini, je suis venu pour 2 ans, mais c'est un peu dommage. Je commence à connaître la boutique, je commence à connaître le marché américain. Est-ce que vous accepteriez que je continue sur la première? Il me dit mais bien sûr, pas de problème. C'est pour ça que je suis resté 5 ans au lieu de 2. Et puis en 84, Ventre rentre en France, devient le patron de l'engineering pour une durée assez longue. Et puis, il est remplacé par François Castin, qui prend la direction du bureau d'études. Et Castin, c'est quasiment le seul gars avec un autre qui va partir chez Chrysler quand Chrysler achète la boutique. Et il deviendra quelqu'un d'extrêmement célèbre aux États-Unis. Et il est au Hall of Fame, je crois, qui a André Citroën, qui a Louis Renault et quelques personnalités de l'automobile. Et lui en fait partie. Hein. Et il a reconstruit entièrement l'engineering de Chrysler pour devenir le numéro 3 pratiquement de l'époque, avec Lee Iacocca, qui était aussi une autre grande figure de l'automobile. Voilà. Alors, Castin, outre ses compétences techniques Formule 1 extraordinaires, un manager exemplaire, puisque chaque fois que l'un d'entre nous allait dans son bureau en disant là, je vais lui dire que je ne suis pas d'accord et tout, on ressortait toujours avec les images. Et sa phrase favorite, le début de ses phrases favorites, c'était « t'en fais pas ». Sans exception. Alors, le t'en fais pas et la main dans le dos, c'était signe que ça allait basculer. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon, il avait une dernière caractéristique, il avait un bureau vierge de tout document à tout instant du jour et de la nuit. Alors, voilà, le bureau d'études. Leçon de géographie. Donc, ceci est le siège. Alors, vous avez vu, là, nous sommes à Détroit, 14 250 Plymouth Road, en plein dans le vieux Détroit historique industriel. Vous avez vu tout à l'heure la tour mégalo American Center, qui était dans les beaux quartiers plus proches d'où nous habitions. Mais là, c'était le bâtiment où il y avait tout le bureau d'études, où il y avait toutes les méthodes, les achats, enfin, tout ce qui n'était pas de la direction générale était dans ce bâtiment, qui était, alors si on regarde la façade en haut à droite qui ressemble à un bâtiment des années 20 en briques jaunes, ça rappelle ce que nous avons toujours à Boulogne, bien sûr. Mais ensuite, après, c'était une usine Kelvinator, une usine à Frigidaire, puisque American Motors s'était commis là-dedans. Donc, c'était une succession de tranches de bâtiments les uns après les autres. Donc, nous avions nos bureaux dans un de ces trous quelque part là, etc. Alors, dans une zone absolument sordide, déjà il y a 40 ans, avec crime, incendie, il y a eu des tirs à armes sur le bâtiment, dans des ateliers où nous travaillons. Là, il y a un McDo, j'ai un copain qui est sorti par la fenêtre des toilettes alors qu'il y a eu 3 morts à la mitraillette. Et ce qu'on a marqué en bas, c'est que en tout, bureau d'études, méthode, achat, etc., enfin, et tous les métiers connexes, marketing, nous étions environ 1000.
ce qui est minuscule, ce qui explique sans doute beaucoup d'insuffisance dans les produits que nous avons su générer, mais 1000 personnes, et on se souvient que sur les environ 1000 personnes, il y avait deux personnes non blanches, deux noirs. Quand même. Il y a un Indien avec un turban, patron de la course. Les 99,8. Les oreilles. Donc c'était quand même assez particulier. C'était particulier. Ouais. Alors là, on a fait, c'est une photo. La photo du haut a été prise en présence du célèbre journaliste de l'autojournal André Costa, que certains connaissent, André Costa, qui venait faire un numéro spécial en 1984, je crois. Il y a un numéro spécial autojournal Renault à Détroit, et il avait tenu à rassembler dans le hall d'entrée du bâtiment en briques là, tous les expatriés Renault qui étaient là. Donc voilà, nous y étions, c'était il y a 40 ans. C'est lui. Nous y étions, après c'est moi. Je t'aurais jamais reconnu. C'est lui. Jean-Pierre n'y était pas, parce qu'il était quelque part. On a mis les noms des manquants, enfin de ceux qui n'étaient pas là à droite. Nous étions en tout un tout petit peu plus de 40. Ce qui était quand même tout petit aussi pour avoir de l'influence dans une boutique. Et alors, dans ceux qui sont en bas, on insiste sur Pierre Jocou, nommé directeur de la qualité, alors qu'il n'y avait pas vraiment de direction de la qualité dans cette entreprise. C'est très peu connu, ça, hein, qui était aux USA. Qui a donné, non, directeur, pardon, de l'après-vente, excusez-moi, de l'après-vente, pas de la qualité, de l'après-vente, qui en avait bien besoin, parce que, comme on l'a dit au début, Renault, Bernard Arnault a acheté ce qui était disponible, c'est-à-dire un appareil industriel qui était dans un état misérable, et un réseau de 1200 dealers qui était aussi dans un état misérable, absolument misérable, ce qui n'aidait pas à partir lancé solide, quoi. Et Pierre Jocou a vraiment tapé dans la butte pour redresser, pour virer beaucoup de dealers corrompus, médiocres, machin, et les remplacer. Enfin, quand nous sommes partis, il y avait un réseau de dealers correct, largement correct. Donc voilà, ça c'est l'Alliance. Donc l'Alliance, elle existait en version 4 portes et aussi en version 2 portes. C'est une version qui a été développée par les Américains. Et le patron, c'est un gars que vous connaissez tous, je crois que c'est Claude Sutrenne, qui avait été responsable de la carrosserie de la R9 et de la R11. Et donc il est parti naturellement. Il est parti un peu avant tout le monde. Il est arrivé 6 mois avant moi. Et donc il a fait ça. La voiture, elle se caractérise. Donc 2 portes, pourquoi? Parce que 2 portes, il y a un marché colossal chez les Américains. Ils ont des parkings très larges, des garages très larges. Donc la longueur de la porte n'est pas un problème pour sortir de la voiture. Alors que c'est un vrai problème en Europe, hein. Et quand on compare ça, ben on voit que déjà, le gros truc, c'était évidemment les boucliers flush, comme on disait à l'époque, les boucliers flush avec la carrosserie, qui est un truc qu'on a fait seulement 10 ans après en Europe, hein. Donc les Américains étaient très, très, très en avance sur l'aspect beauté carrosserie. Peinture, carrosserie, finish, tout ça, ils étaient très bons. Vous voyez le détail, bon, on a quand même une voiture qui est beaucoup mieux léchée. La diapo suivante, pour gagner un peu de temps, on peut regarder. Donc la photo du haut, c'est une R9. La R9, elle a la particularité très médiocre. Et j'en veux beaucoup à un certain nombre de mecs de l'époque, parce qu'on a vraiment transpiré, d'être monté sur clip plastique et une absence totale de vis. Ce qui fait que les voitures vieillissaient à une vitesse colossale. Quand les Américains, on leur a envoyé les premières R9, ils ont dit ça, c'est vraiment déplorable. Donc tout a été monté par vis, en reprenant exactement l'architecture des pièces, mais en faisant des montages très, très corrects, et ils ont fait un boulot absolument formidable là-dessus. Ils ont traité, vous voyez qu'ils reprennent exactement les volumes, hein. Ils changent le volant, mais les volumes sont absolument conservés, les aérateurs sont en planche de bord, et les stylistes américains étaient extrêmement bons et avaient un goût absolument remarquable. Ils ont fait des sièges magnifiques dans la bagnole, absolument magnifiques. Donc, ils ont su faire la révolution sur l'aspect extérieur et intérieur de la R9 et de la R11. Mais ils n'ont pas adopté la planche polochon de la R11. Alors, entre les deux voitures, il y avait en effet gamme aussi. La R11 était positionnée beaucoup plus bas, et surtout en 2 portes, comme modèle d'entrée absolument le tout bas du marché. Et la R9, l'Alliance, était positionnée au-dessus. Alors, un truc rigolo, genre, les 2 lampes de clignotant marchent en même temps sur la version R9. Quand vous tourniez à gauche, il y avait la lampe verte au tableau de bord qui s'allumait. Et à droite, les Américains, eux, ils ont mis les 2 lampes vertes s'allumant. Et j'ai mis longtemps à découvrir ça. Et c'est John Nimet, le grand patron, qui me l'a dit. Il me dit, mais avec ça, on supprime une diode et on a gagné $1. Et c'était une habitude dans les voitures américaines. Bon, c'est comme ça.
Alors, les moteurs. Alors, bagarre avec le central. Alors, on parle du moteur de l'Alliance. Alors là, j'étais au banc moteur. Mon ancien chef, Pierre Lemonnier, venait de partir aux États-Unis pour développer le 1,4 litre dans une injection monopoint Bendix. Mais les gens de Rueil et de Lardy disent finalement, tout le monde a envie d'être impliqué dans cette aventure américaine. On dit, ouais, il faut qu'on s'en occupe aussi, tout ça. Alors, ils ont expliqué que le monopoint ne permettrait pas de passer la norme californienne et que pour passer la norme qui était plus sévère que les 49 États. Et donc, on a décidé de développer une version 1,4 litre multipoint Bosch en France. Et il y a eu la compète, il y a eu une émulation que je qualifierais pas forcément de saine, mais elle a eu lieu, l'émulation. Bon, bref. Et voilà. Et finalement, bon, pour faire court, le bilan, c'est que le petit 1,4 litre monopoint, il a passé l'homologation 49 États et la Californie. Et la version Bosch performant ne sera jamais montée en série. Et le 1,7 litre se fera attendre, il arrivera bien plus tard. Voilà, c'est la petite anecdote sur les moteurs de l'Alliance. Donc, les résultats, c'est qu'on a fait une mission évaluation absolument extraordinaire en Californie. On a préparé les bagnoles extraordinairement bien pour la mission presse journaliste. Et les journalistes ont été vraiment bluffés. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de kilomètres avec ventre dans la bagnole des journalistes et moi dans la bagnole. Et on les écoutait se parler. Alors, ils se disaient, les Français, ils ne vont pas comprendre ce qu'on dit, ce qu'on raconte. Mais on était là depuis 2 ans. On comprenait parfaitement. Et les mecs, tous les 10 kilomètres, ils s'arrêtaient dedans. C'est une bagnole formidable. Bagnole formidable. Malgré la faible puissance, malgré le fait qu'ils sont quand même habitués à des grosses voitures. Et on a été Motor Trend Car of the Year. Donc, je suis le seul ingénieur véhicule, probablement de chez Renault, dont la voiture a été 2 fois voiture de l'année, R9 et l'Alliance. Moyennant quoi, c'est pas un très beau motif de satisfaction, parce que quand on regarde le bilan des voitures qui ont été élues voitures de l'année, c'est pas forcément des voitures qui sont très très bien vendues. Donc, on est assez prudent sur le sujet, Jean-Marie. Mais on avait fait une bagnole, si vous regardez un peu dans le détail, bon, ça marche à peu près, mais il y a quand même un manque de puissance et puis un niveau de problèmes mécaniques qu'on a eu qui ont été absolument rédhibitoires à la fin et qui ont fait que la voiture a marché pendant à peu près 2 ans en vente. Et puis, à la fin, elle s'est effondrée relativement vite. J'ai fait un petit commentaire sur l'image en bas à droite, là. Alors, l'image en bas à droite, c'est que les Américains voulaient... ça les faisait un peu suer de reproduire le style de planche de bord et de tout refaire pareil. Donc, ils ont voulu mettre leur petite touche. Donc, ils ont accroché sur le côté de la planche de bord un indicateur de niveau, une petite bestiole. Je ne sais pas si tu connais. Mais il y avait le niveau d'huile moteur, le niveau du lave-glace, le niveau de... Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, un petit truc pour indiquer, pour faire un peu un plus par rapport à la R9 version Europe. Les articles ont été dithyrambiques, vraiment dithyrambiques. Hein. La voiture. Des grands magazines américains de bagnoles parlaient d'une petite Mercedes. Ouais. Carrément. Mais moi, je dois dire quand même que les voitures, les voitures journalistes, on les avait vraiment bien préparées. Non, attendez, sans tricher, on n'a jamais triché comme a pu le faire Ford après sur le bagnole. Hein. Mais on a vraiment mis les voitures à l'optimum de ce qu'on savait faire avec les pièces dont on disposait à l'époque. Sans tricher, on n'a pas mis des lois d'amortisseurs, on n'a pas gonflé les moteurs, on n'a pas fait ceci, cela. Bon. Donc, propre. Et puis, on a fait une voiture mythique. Et cette voiture a été entièrement développée par American Motors. Un dérivé absolument unique qui était inconnu chez nous, un cabriolet sur la base de la 2 portes, développé, je crois me souvenir, par le grand spécialiste des cabriolets américains qui travaillait pour GM et compagnie, American Sunroof C, Corp, je pense. Capote électro-hydraulique, tout ci, tout ça. Voiture absolument remarquable. Ça se collectionne, ça, contrairement aux autres, ça se collectionne en France, même. Les gens qui en ont, ça avait beaucoup de gueule. Et dans les petites voitures de ce segment-là, c'était absolument une référence. Et ça marchait pas si mal. Et puis elle se tenait à peu près en flexion-torsion. C'était une des meilleures bagnoles de un spécialiste du cabriolet qui en avait vu bien d'autres. Donc il savait où mettre les renforts. Et en bas à droite, ce qu'on appelait la GTA, alors pour ne pas faire GTI parce que ça devait être déposé, qui était aussi une 2 portes, alors fortement tunée, quittée, avec un moteur 2 litres, un F3R, mais pas celui de Cléon, celui du Mexique Gomez Palacio, très très longue course, donc un peu essoufflé et n'aimant pas dépasser 4000 tours, mais coupleux,
et avec des réglages châssis extrêmement raides qui lui permettaient d'afficher des scores remarquables dans la presse en accélération latérale, qui est un des critères de la presse américaine. Tavares. Claude Sutraine, oui, Tavares, la note, je ne sais pas, la note. On a retrouvé dans les archives Renault une note des gens d'Aubois qui mesuraient la voiture sous l'aspect confort, flexion, torsion, rigidité statique, et la note était signée Carlos Tavares. Pour l'anecdote. 8,65 à Aubois. À l'époque où il était ingénieur de banlieue au service chez François, c'est pour toi, c'est aussi. François. Alors, le bilan des ventes, on l'a dit, 82 un démarrage, 83 voitures de l'année, on était donc à 150 000 voitures, 84 ça se tient, et puis la dégringolade arrive très vite. Alors d'une part, parce qu'il y avait peut-être un petit peu moins d'engouement aux États-Unis pour des voitures peu consommantes, un petit peu plus de concurrence, les Japonais, Honda Civic, tout ça, ça arrive. Mais l'année, en gros, le courant de l'année 84, ça a été l'année de la révélation de la non-qualité de la voiture, les retours réseau qui sont arrivés comme un tsunami, tout simplement parce que on ne les avait pas avant 84. Je vais dire pourquoi. Renault a voulu installer dans le réseau American Motors les procédures de retour et de retour qualité et de machin de Renault France, et ça a pris un temps fou. Et quand on a vu les premiers listings arriver, on a dit mais c'est pas possible, les dealers sont des voyous, ils veulent se vivre sur la bête. Et puis de mission en mission, j'y suis allé, on a découvert la catastrophe de la boîte auto, la catastrophe du circuit de refroidissement américain qui faisait bouillir le moteur et claquer tout. Et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Et là, le costard de la bagnole a été taillé, ça ressemblait beaucoup, mais avec des volumes triples à la Dauphine, tout simplement. Et la bagnole s'est éteinte. Les Coréens étaient en train d'exploser en même temps. Ils arrivaient tout juste. Les Hyundai, non, 85, Non, les Hyundai, c'est tout juste. Oui, et puis Et on était en pleine rampe de montée des Japonais. faut oublier que la crise pétrolière de 79 était derrière nous et le prix du carburant avait été en nouveau redescendu, donc les Américains sont retournés vers les grosses cylindrées. La première, Jean-Marie, c'est à toi. Oui, la première. Donc à un moment, on s'est dit, la voiture se vend mal, c'est pas vraiment le segment sur lequel on peut faire beaucoup d'argent, donc on va inventer une grosse voiture qui va rapporter beaucoup plus, qui sera plus rentable. Et Renault a des bases assez saines sur les grosses voitures, donc on va pouvoir se servir. La concurrence à l'époque, c'est les 4 voitures de General Motors, donc c'est ce qu'on appelle la série A. C'est une voiture qui se vend à peu près à 2500 exemplaires par jour, et chaque division en fait une pour, il y en a une pour les vieux, pour les jeunes, pour les sportifs, pour les on ne sait pas quoi, mais il y en a un peu pour tout le monde. Et puis la Ford Taurus est en préparation. La Ford Taurus, ce sera un énorme succès. C'est une bagnole qui va se vendre à plus de 2000 par jour, qui n'a pas donné une voiture de génération identique en Europe. Hein. Ce n'est pas une Scorpio, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment la Ford Taurus, moteur transversal, une nouvelle boîte de vitesse. Donc nous, on invente donc la première, dont l'architecture a été conçue chez Renault par Alain Laurent, pour ceux qui connaissent à l'époque. Et on pond une voiture. Alors Wikipédia, c'est à peu près la seule voiture au monde où Wikipédia raconte n'importe quoi. Hein, pour Wikipédia, c'est une R25 américanisée. Il y a, on va voir dans le slide suivant, c'est pas du tout ça. Quand vous comparez la première avec la R25, il y a une pièce commune, les poignées extérieures. La première, c'est une R21 coupée en deux dans le sens longis et coupée en travers dans le sens où on veut rallonger la voiture et l'élargir un peu. On adopte le train arrière 4 barres de la R21 Turbo, on met les moteurs en longis et les boîtes de vitesse, on prend la grosse boîte UN. Donc c'est une R21 stretchée, comme disent les Américains. Wikipédia a faux, mais il en met 2 pages. Donc, tout ça, c'est étudié à Rueil en collaboration avec le service Advanced Engineering d'AMC, mais c'est vraiment Rueil qui pilote. Et le design est fait par Jules Jarreau. C'est d'une banalité absolument affligeante, mais bon, c'est une Audissan revisitée, donc ça marche. Alors, un mot sur les moteurs. Donc, c'était le moteur V6 PRV, bien connu de chez Renault, mais pas le nouveau 2,85 litres qui était à cette époque-là avec des temps équidistants. Non, Philippe Vente a demandé un 3 litres et il a eu un 3 litres. Et puis, il y avait le moteur 4 cylindres, le 2,5 litres d'AMC,
alors en fonte, y compris la culasse, hein, remis à neuf, ou bien il y a eu une discussion, ou bien prendre le 2 litres de Renault. Finalement, c'était le 2,5 litres AMC qui a été choisi. Beaucoup pour faire plaisir aux Américains, dire voilà, il y a un moteur américain dans la bagnole. Bon, au passage, il est resté vertical, il est très haut, il a eu un impact sur le design du capot de la voiture. Pourquoi c'est une Audi avec un capot horizontal et pas un capot plongeant? Les boîtes, bon, mécanique UN de R25, automatique R4 de Volkswagen Le Renault. V6, c'était le premier moteur Renault avec des poussoirs hydrauliques. Alors, bon, la boîte R4, ben, tu peux en dire un mot. Finalement, François Castin et François Chevaux, nos deux François, sont partis chez ZF. Le programme de la boîte à R4 commune avec Volkswagen était dans un tel bourbier à l'époque qu'il mettait sa non-disponibilité ou son manque de visibilité sur sa disponibilité mettait en péril tout le planning de la voiture. Donc j'ai été prié d'aller chez ZF en Allemagne, leur demander poliment s'ils ne pouvaient pas nous faire une boîte de vitesse au moins pour un certain temps. Et alors là, mort de rire, parce qu'ils nous ont sorti instantanément des plans qui étaient exactement au code de la boîte à 4, puisqu'ils avaient développé, déjà ZF avait développé à la demande d'Audi une alternative à la boîte à 4 Volkswagen Renault. Puisque Audi était dans le même état d'esprit qu'AMC en disant ils n'y arriveront jamais, on jette, on cherche une alternative qu'on va chercher, c'est un professionnel de la boîte auto. Chez des rigolos comme Volkswagen. Allez, vas-y, Jean-Marie. Et donc, on mettait chez ZF et les plans existent. Ça, c'est l'intérieur de la première. C'est une première, je crois que c'est la proto, c'est la proto Bordeaux. Donc, elle a quelques caractéristiques rigolotes. À l'époque, toutes les planches de bord de GM et de Ford, c'était des trucs horizontaux avec des lignes très pures, très, très propres, pas forcément bien finies. Les sièges sont magnifiques, absolument magnifiques. Le volant, il a quelques particularités. On a deux pods, et les deux pods sont reliés à la colonne de direction, donc ils suivent l'inclinaison du volant, et ils commandent le chauffage et puis les accessoires, les essuie-glaces. Les essuie-glaces sont commandés par un potentiomètre, c'est absolument horrible. Et il y a un truc unique au monde, c'est la commande de clignotant, qui est normalement, la commande de clignotant, c'est un axe vertical de rotation. Et vous faites ça comme ça. Là, c'est un axe horizontal. C'est un axe horizontal. Parce que derrière, il y a une platine électronique avec ton appareil. C'est la seule voiture au monde qui est comme ça. Et dernier point important, il y a la commande de vitesse, qui est un truc absolument horrible. Il fait le tour de la colonne de direction et du truc de derrière. Là, c'est assez affreux. Mais bon, c'est difficile. Et puis, on voulait dégager de la place. Et dernier point, c'est la première voiture américaine qui est équipée d'un calculateur de pièces. Il vient s'occuper des phares, de l'éclairage intérieur, de la position parking des essuie-glaces, et on appelle ça le Body ECU. C'est le premier exemplaire de ça. Donc, AMC se permettait quand même de faire de l'innovation dans certains cas particuliers. Alors, les protos, on n'a pas échappé à 3 ou 4 mois près au fait qu'il a fallu mettre les ceintures embarquées avec le rail dans le pied avant. Donc ça, au point de vue complexité mécanique, c'est une horreur. Mais tout ça parce que Reagan, à l'époque, n'avait pas passé la loi qu'il a passée tout le temps après, disant maintenant, ça suffit les gars, c'est airbag obligatoire. Donc si on ne mettait pas d'airbag, on pouvait se permettre de dessiner cette fantaisie. Ensuite, l'étude d'architecture, j'en ai déjà parlé. Donc, on avait 2 mulets qui étaient des mulets avec un plancher spécifique, une carrosserie extérieure de R25 et un arrière avec un coffre fictif, mais avec une structure arrière qui représentait la structure qu'on a quand on a un coffre, c'est-à-dire avec des renforts entre les 2 passages de roue extérieurs, ce qui n'est pas le cas d'une R27. Donc, on avait très peu de voitures. C'est un des programmes que j'ai connu moi dans ma carrière. Quasiment, on a fonctionné avec 4 ou 5 voitures en développement et un minimum d'essais pour montrer que ça marchait plus ou moins bien. Donc c'est un programme où on est vraiment du genre, on est déjà Dacia, quoi, hein, low cost sur le plan de l'ingénierie. Je précise que pour les personnes qui sont à distance, la photo là juste avant, laquelle est dans la salle pour les personnes qui sont. Donc ça, c'est une des 2 maquettes de soufflerie aérodynamique et les mecs d'AMC me l'ont offert lors de mon retour en France. Donc c'est à moi. Allez, on continue. Le bilan de ça, finalement, ça a fait une voiture assez bien foutue. Mécaniquement, le V6 et la boîte, ça marchait très bien. C'était une voiture très confortable,
très grosse habitabilité, un coffre absolument gigantesque, pas perturbé par le pont arrière qu'on voyait sur les vieilles américaines. Donc, une voiture qui marchait bien en version V6, mais pratiquement on n'a vendu que ça, hein, avec des consos raisonnables, un confort et un silence de bon aloi, alors qu'on a fait l'acoustique de la bagnole avec mon pote canadien Dan Sauvé en l'espace d'une matinée, et qu'on n'a quasiment rien fait sur la structure, hein. Mais la structure était relativement bien préparée avec des gros longerons pour le choc, donc finalement ça marchait pas mal. Donc la finition c'est légère, et puis le comportement c'était un comportement un peu européen, mais il y avait quand même des amortisseurs vachement détarés pour faire du confort, ce qui fait que la voiture de temps en temps elle s'envolait un peu sur des Elle autres. percutait beaucoup du train arrière quand même. Ouais. C'était le cas. Mais c'était une voiture par rapport à la concurrence très très raisonnable, finalement très acceptable. Donc elle deviendra en 87 quand on va vendre tout ça à Chrysler, elle va s'appeler Eagle première. Et puis, ce qui est un truc rigolo, alors il y aura une version low cost Dodge Monaco, mais qui est vraiment marginale. Et ce qui est intéressant, c'est que Chrysler va reprendre la philosophie générale de la première pour faire sa LH, qui sera un énorme succès commercial. Mais elle reprend exactement la philosophie, elle reprend le moteur Longi, la boîte Longi, elle reprend des tas d'éléments, et elle reprend tellement d'éléments que Chrysler a demandé à Renault s'il pouvait récupérer des pièces de la première, qui ont été par exemple le berceau, les portes-fusées, pas le train arrière, je crois. Non, ils ont Et changé. Renault leur a fait un bras de fer. Sur la plateforme, la seule chose qu'ils ont changé et qu'ils n'ont pas exactement recopié, c'était le train arrière. Oui. Ils ont viré le train 4 barres, qui était quand même un peu difficile. Qui Et était mis un cher. train multibras. C'est un train très cher. Mais tout le reste, le découpage plancher, c'était exactement la même voiture, c'était l'influence de Oui. Castin. Et moi, j'ai été prié de leur dire qu'on ne leur fournisserait pas de pièces parce qu'on en avait. Vas-y. Voilà. Donc, ça aurait pu être un bon succès, mais bon, la voiture a connu quelques aventures, mais elle était relativement fiable avec un truc qui marchait bien, 150 chevaux, boîte automatique 4 vitesses. Bon, il y a de quoi bien avancer, quoi. Donc, elle était vraiment dans la philosophie américaine. Fini. Passe au dernier slide. Ouais. Tac. Bon, alors ça, c'est de la provoque. C'est une photo que j'ai prise à Noël cette année. Vous avez vu le beau bâtiment, le siège, la tour prestigieux d'American Motors. Et ça, c'était le 30 décembre. C'est en train d'être démoli. Donc on dit on avait peut-être oublié de fermer le gaz en partant. Voilà ce qui reste. Alors, un dernier slide. Des phrases cultes. Alors, je ne sais pas, on va les faire une à une parce que c'est des petites phrases. Alors, là on parle de moteur. Vu d'un Américain en 1985, nothing is as good as cubic inches. Autrement dit, un moteur, il faut de la cylindrée et ça marche. Ils n'étaient pas dans le downsizing, je peux vous dire. Alors, engines below 2 liters, replacement for lawnmower. C'était son chef qui disait ça. Donc, c'est un dessous de 2 litres, un moteur tondeuse à gazon. Voilà ce que ça veut dire. Alors ça, il y avait Jim Burr. Jim Burr, c'est un personnage. Il avait un bras atrophié, mais il faisait de la carburation. Il avait 65 ans. Il bossait comme un fou. Don't fool around with pollution homologation test. Je pense que les mecs de Volkswagen en 2015, ils n'ont pas bien compris. Hein. Alors pourquoi ça? C'est un truc en 10 secondes. C'est le fait que tous les ingénieurs qui sont sur Détroit, ils sont tous allés chez Ford, chez GM, chez Chrysler, et ils sont notamment aussi allés à l'EPA. L'EPA, c'est eux qui font les homologations. Donc ça veut dire que tous ces... Donc si vous faites des conneries à l'homologation et que vous présentez des voitures qui sont un peu truandées, le monde entier de Détroit le sait. Et c'est ce qui est arrivé à Volkswagen. Allez, Jean-Marie, elle est pour toi, celle-là. Alors celle-là, oui, ça c'est José lors de la mission évaluation où on avait une voiture, on était terrorisé avec François parce qu'il avait monté le NUC plus ultra de la boîte A4 qui ne marchait pas. Et on s'est dit, ils vont mettre combien de temps à nous la bousiller? Et moi j'ai vu la voiture de José me doubler à 180 à l'heure sur l'autoroute de Yuma. Et là j'ai dit à François, bon, elle est morte la boîte, il va la pulvériser parce qu'elle avait des problèmes de ventilation interne. Et il s'arrête, alors tout le monde était aux aguets, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et il dit, BMW et les autres, donc à bien se tenir. Elle est formidable, votre bagnole. Et François, au retour, a démonté la boîte de vitesse. Je pense qu'il m'a dit un jour, alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais il m'a dit, bon, il n'aurait pas fait 3 km de plus, quoi. Allez, celle-là aussi est pour toi. Alors, José, il nous a sorti ça un jour en réunion, j'étais là par hasard. Les financiers éclairent la route, mais il ne faut jamais leur donner le volant. Je pense que c'est une phrase absolument culte et très importante. Et GM, c'est ce qui a tué GM. Hein. Ils ont eu plusieurs PDG qui n'étaient que des financiers. Par exemple, Rogers, là, ça a été une catastrophe.
Pour toi aussi, ça je crois. Larry McDonald, c'était le patron qui a dessiné le système de refroidissement qui marchait pas bien. On était un peu en lutte permanente parce qu'il faisait quand même beaucoup de conneries. Mais on n'a pas réussi. On a fait venir Corbel de France pour essayer de le convaincre que ça n'a pas marché non plus. Et un jour, il me coince dans un coin, il me dit Renault n'a pas envoyé ses plus mauvais ingénieurs. Et je sentais bien que ça lui pesait de me dire ça, mais il me l'a dit quand même. Donc c'est assez sympa. Ah, tiens, celle-là est bonne aussi, celle-là. Et John Nimet, il avait mis une banderole au-dessus de son bureau Reason will always prevail, at least 87%. Donc la raison vaincra toujours au moins 85%. John Nimet, c'est un grand monsieur de l'automobile du Middle West. Ah ouais. Il avait été ingénieur en chef de Studebaker, ensuite de Jeep, mais Studebaker. Oui, c'est une figure mythique. Ah. Et il avait la réputation, on le voyait disparaître à peu près tous les 15 jours, pendant 2-3 jours. On s'en va. Et on a su pourquoi, nous, parce qu'il parlait, il partait à des procès sur les retournements intempestifs et les rollovers de la Jeep. Et ça, tous les grands chefs d'AMC ont connu ça. Hein. Oui. Celle-là pour toi aussi. Et ça, c'est pour moi, c'est pour vous montrer Ouais. qu'au bout de 2 ans, on commence à bien parler anglais, et ça stupéfie les Américains. Et puis, on commence même à comprendre ce qu'ils racontent quand ils parlent avec une pomme de terre dans la bouche, et on comprend le langage des Noirs américains de Détroit. Et moi, j'avais un des Noirs dont on parle, c'est Darrell, qui était un de mes mécaniciens. Et un jour, par moins 30, dans le nord du Canada, je lui demande de changer un joint de carburateur, et il me répond cette phrase mythique. Elle est devenue mythique pour nous. C'est You really want to put me. Non, il dit You really want me to put the day. Et sur le coup, je n'ai pas compris. Donc je lui ai fait répéter, mais You really want me to put it in. Les enfants m'en parlent encore. Bon, et la langue, c'est quand on fait les bilans perso, hein, les bilans perso, c'est qu'on a vécu une période formidable, une période assez dramatique, parce que Renault perdait beaucoup de fric et nous, je ne dis pas qu'on s'amusait, parce que le boulot était quand même difficile avec les Américains. Il y avait 50% des Américains qui vous détestaient et 50% des Américains qui aimaient bien travailler avec vous. Donc, ce n'était pas un boulot très commode. Alors, non, moi, j'ai retrouvé ça avec Nissan. Hein. Mais il y a l'anglais, les enfants parlent anglais. Et puis, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis avec les possibilités de voyage terribles. Bon. Donc, c'est une expérience absolument formidable. Et puis la dernière. L'anglais a changé ma vie, moi. Et la dernière, là. Raymond Lévy, AMC est à risque que Renault ne peut plus se payer. Et là, c'est lui qui a vendu la boîte. Et je pense qu'il avait raison. Et ouais. Après, on a eu, dans une interview de Schweitzer, on lui a demandé ce qu'il pensait de cette affaire. Il a dit, le seul truc, mon plus grand regret, c'est qu'on n'a pas pu vendre AMC sans vendre Jeep. Il aurait fallu garder Jeep. Mais c'était invendable sans proposer Jeep. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention. C'est toi, Bruno, qui pilote les questions. Il y en a? Celles qui vont être posées à distance, mais on va commencer par les questions dans la salle. Je vais essayer de mettre la webcam pour que les gens à distance vous voient avec vos magnifiques tenues pendant ce temps-là. Donc allez-y, je vous en prie dans la salle pour les questions-réponses. Et à distance également dans le fil de discussion, s'il vous plaît. J'avais une question très simple, c'est quoi l'échec au final? Je sais pas bien compris. Qu'est-ce qui a fait l'échec de Renault là-bas? La fiabilité des bagnoles. C'est vraiment ça? Il y a vraiment eu deux choses. Moi, je voudrais qu'on retienne cette leçon parce qu'elle est encore valable, on a eu à notre époque. Et on peut repartir à 4 minutes. Non, mais il y a eu des problèmes de fiabilité, il y a eu le fait que les Américains, dès lors que les crises pétrolières ont été terminées, ils sont repassés à des moteurs 3 litres. Le V6 3 litres, c'est le moteur de base. Nous, le 1400, là-bas, c'était le moteur 3 litres. Tout de suite, ils sont repartis. Nous, on avait nos problèmes de fiabilité et Renault avait un autre problème. C'est comme si vous êtes en 85, 6, 7, Renault perdait 12 milliards de francs, était en faillite en France. Et vous ne pouvez pas, moi, la moralité de l'histoire, c'est que si vous voulez vous étendre à l'étranger, vous grossir ailleurs, il faut que votre opération locale soit saine et bénéficiaire pour pouvoir financer le développement à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé. Et il n'y avait plus moyen de financer rien, donc il a fallu vendre les bijoux de famille pour pouvoir combler les dettes en Europe. Et endetté comme nous l'étions en Europe, c'était pas possible, voilà, c'était plus possible. Mais si vous regardez non, la vision stratégique de l'époque, le marché US qui était de loin le marché le plus profitable du monde, les Jeep, c'est le SUV, quand on voit ce qui est devenu le SUV, d'avoir pensé que voilà, d'aller sur le SUV aux États-Unis, c'était quand même une vision stratégique. Puis le SUV a été inventé par American Motors. Oui. C'est la XFI.
Oui. Enfin, voilà, donc du coup. La première berline 4x4 et l'Eagle, et pas l'Audi machin. Hein, on est passé dessus, celle-là. Voilà, donc. Bon, voilà. En gros, à l'époque où Renault a vendu tout ça, BMW arrivait, construisait sa première usine et son premier SUV X5. Et quelques années après, Schweitzer et d'autres, on dit un constructeur automobile à la fin des années 80 qui avait 2 usines modernes aux États-Unis, puisque j'ai surtout parlé des usines pourries que Renault avait achetées à la fin des années 70. Mais ensuite, il y avait l'usine de Brampton dans l'Ontario, qui était un petit doué, qui était exactement un petit doué à l'échelle 0,8, je crois, aussi moderne, avec le même plan. Et il y avait la nouvelle usine Jeep de Toledo qui était flambant neuve. Donc nous avions 2 usines neuves, un réseau qui avait été complètement remis à niveau, purgé, et le premier SUV moderne, la Jeep Cherokee XJ, et toute la gamme qui suivait derrière année après année. C'était exactement le rêve de tout constructeur automobile européen, d'avoir un réseau, des usines et une gamme de SUV déjà installés aux États-Unis. Et c'est ce que Renault a dû céder par les raisons qu'on expose. C'est comme ça qu'on l'a vécu. Mais nous, on ne l'a pas vu venir. Hein. Quand moi j'étais aux États-Unis, on parlait très peu du déficit de Renault 83-84. Hein. On était à 6000 km. S'il y a table à la cantine, on n'en parlait pas beaucoup tous les jours. N'oubliez pas non plus que fin 86, Georges Bess a été assassiné. Il y a eu 2 années Georges Bess. Georges Bess a été assassiné. Je ne sais pas s'il aurait pris la même décision. Mais Lévy est arrivé. Enfin, tout ça, ça a créé quand même pas mal de difficultés. Et bon. Pour rebondir 15 secondes sur ce qui vient de dire sur la qualité, ce qui est très amusant, on fait des belles bagnoles très bien accueillies, mais problème de qualité. Ce qui est très drôle, quelque part, c'est que Hyundai Kia, c'était exactement le contraire. Ils ont lancé des bagnoles extrêmement moches, mais la garantie de 6 ans et la qualité a fait qu'ils ont chopé une clientèle jeune, même avec des bagnoles, je dirais, vraiment pas sexy. Et ce qui a fait leur succès, ensuite leurs bagnoles sont améliorées, je dirais, en termes de qualité ou pas de qualité, mais image et design. Le début du succès de Hyundai Kia aux US, c'est la garantie de 6 ans. Alors, le Hyundai Kia, moi, on ne l'a pas convaincu, mais par contre, j'ai roulé dans des Honda Accord, parce que j'avais des collègues, enfin, des amis américains, on reste 4 ans, on connaît du monde après. Une Honda Accord, c'était vraiment top qualité, jeu de carrosserie, pas de gris-gris à l'intérieur, enfin, c'est vrai que Honda faisait des voitures de très bonne qualité. Mais Honda et d'autres constructeurs ont souffert au début. Hein. Honda, quand il est arrivé dans les années 75-76, il y a eu d'énormes problèmes de corrosion qu'il a su résoudre extrêmement vite. Autrement, il aurait été mort, quasiment mort. Et tous ont eu des problèmes. Hyundai, il y a eu quelques problèmes de qualité au début, mais ils ont réagi extrêmement rapidement. Ouais, vous avez pu analyser tout ça, c'est parce qu'on a un manque de moyens. Le problème de fiabilité. C'est un manque de tension, c'est un manque. On n'a pas vu venir le fait que la boîte automatique, par exemple, on était parti, au lieu d'en faire 50, 60, comme on pensait pour l'Europe, et la France et l'Europe, on était parti à faire 400 par jour. Et 400 par jour, on n'était pas capable de faire 400 boîtes bottes. Qui était clairement un des gros problèmes de l'auto. On a eu 2, alors, certains niveaux d'incompétence dans la conception, dont l'essai, et puis le problème industriel où historiquement Renault faisait entre 50 et 100 boîtes par jour de 2 ou 3 modèles à la STA dans des fabrications semi-modernes mais semi-manuelles. Et il y a un hiver où il a fallu en envoyer de l'ordre de 500 par jour, puisqu'on a eu des pointes à 1000 par jour de la voiture et on était 50 à 60% BVA. C'est-à-dire, pour assurer la production, la STA tournait en 3/8, 2/8 le dimanche, en ayant récupéré tous les intérimaires vaguement qualifiés de tout le réseau Peugeot et Renault du Nord-Pas-de-Calais. Donc tout ce qui était fabriqué à la dernière vis était bon et monté dans un bateau ou dans un avion, tout simplement. Alors encore pire le dimanche, puisqu'il n'y avait même plus de contrôle net, il n'y avait plus de contrôle qualité. Donc produisez. Moi, il m'est arrivé 2 jours comme 2 nuits dans l'usine de Kenosha, l'usine pourrie avec les pavés en bois. On me dit, bah, tu vas voir, tu vas te mettre à côté, accouplement, on met le GMP dans la voiture, on fait plein d'huile BVA, on met en route.
capot levé, j'ai pris des jets d'huile dans la gueule parce que le plan de joint autour des prises, les piquages pour les changeurs, le plan de joint n'avait jamais été fait. Il n'y avait jamais eu de l'octite ou de machin ou sur le plan de joint. Ça n'avait pas été fait. Et ça veut dire que la boîte n'avait même pas été essayée en sortie de chaîne à STA comme elle aurait dû l'être. Parce que je veux dire, on met en route et j'en prends plein la gueule, quoi. Par ailleurs, 6000 bornes en avion. Ouais. Par ailleurs, American Motors n'avait pas une bonne réputation d'un engineering fiable. Hein. Il y avait notamment, je peux vous citer une anecdote, hein, c'était le grand wagonnier V8. Alors, c'est 5 litres 7 de cylindrée, 170 chevaux, tranquille. 5 litres 9. 5 litres 9, hein, ouais, big inches. V8. Et depuis 15 ans, sur pas mal de voitures, la poulie de ventilateur frottait sur le support de batterie. Hein. C'était ça un peu l'Amérique. Mais il y avait des tas de bagnoles en Amérique. Moi, je peux vous citer des cas où, par exemple, sur des moteurs de General Motors, le V8, le 8e cylindre enfoncé vers le tablier était indémontable. On ne pouvait pas démonter la bougie. Donc, il ne faut pas croire que l'industrie à l'époque était fiable. Ce n'est pas vrai. L'industrie n'avait que des problèmes de fiabilité. Hein. GM était connu pour avoir des capots qui s'envolaient en deux parties. Il y avait des rappels absolument incessants. Il y avait Automotive News toutes les semaines. Dans Automotive News, ça commençait par une page de rappel. Hein. Ce qui a fait le bonheur de Honda, ouais. La première belle familiale japonaise faite sur place par des Américains. Il y a quelques questions à distance. On va les prendre avant de terminer. Bon, la première, est-il possible de récupérer les slides? Ben, sachez que le Teams a été enregistré, donc d'ici quelques jours, on aura fait un petit montage en coupant l'entrée, la fin, et puis que ça sera disponible par les canaux habituels. Donc, c'est pour répondre à la première question. Deuxième question, quels étaient les problèmes de la BVA de l'Alliance, M. Chauveau? Il a fait pas mal dit. Mais tu peux continuer. Non, c'est bon, il a déjà dit. Allez, une autre. On va pas se Est-il faire mal. possible de se risquer à une évaluation du poids des problèmes de fiabilité? Est-ce que ce sont les transmissions défaillantes, salessables ou bien la BVA qui ont causé le plus de tort? Merci. Éric Bergerol qui pose la question. Je ne sais pas dire, mais il y avait des cas pour mille qui étaient des phénomènes. Il y avait aussi le refroidissement moteur. Le refroidissement moteur, c'est une erreur d'engineering. Moi, j'en prends ma part là-dessus parce que j'ai essayé de convaincre pendant un an et on n'a pas réussi à les convaincre. Et c'est sur un truc ridicule, c'est le fait que les systèmes de refroidissement des Renault, si vous vous rappelez, il y avait un bocal en plastique d'expansion et pour remplir, pour le client et l'après-vente, pour re-remplir le système de refroidissement, il fallait dégoupiller le bocal, le mettre en hauteur pour qu'ils mettent en charge le système et on purgeait le système comme ça. Et Roylen avait dit « je n'accepterai jamais ce système ». Donc il a demandé à ses mecs de dessiner un système qui ne marchait pas. Et à l'époque, moi j'ai proposé, quand j'ai vu le 1,7 litre diesel avec son bocal de circulation, on a proposé ça, mais les Américains se sont vexés. Ils ont dit « non, ce sera notre système ». Donc tout le monde s'y met hein, pour que ça ne marche pas. Hein. Bien voir. Hein. Renault, American Motors, tout le monde s'y met. On a eu des problèmes de freinage dû au fait que, par exemple, l'Américain responsable du freinage avait décidé, et moi, mon grand chef Seznec, qui était patron de ça, il m'avait dit, vous faites super gaffe, parce qu'on a une image de freinage, confort, comportement en Europe bonne. L'Américain d'AMC avait décidé de faire comme les voitures américaines, c'est de donner de la prépondérance de freinage sur le train arrière. Parce que toutes les voitures américaines étaient comme ça. Donc on n'avait pas de limiteur sur la charge arrière. Bon, il a fallu que ce mec-là, on le mette à la porte, on fasse venir un gars de Chrysler qui avait bossé en Europe, et lui, il a remis un limiteur et qu'on a reconnu un freinage normal. Donc, il y a plein d'événements comme ça qui ont fait qu'on avait une voiture sur certains domaines qui était un limite, quoi. Bon, et très honnêtement, oui, François dit, on a eu du mal à convaincre les mecs de Renault en centrale d'améliorer le truc, et sur le système de refroidissement, moi, j'ai pas réussi à convaincre. On a fait des réunions, on a fait des remplissages devant l'H-Trace, tout le monde, là. Ça marchait pas et les mecs se sont entêtés et puis on est allé au casse-pipe. C'est ça l'engineering aussi, hein, ça marche pas à tous les coups. Hein. Une autre question plus produit sur messieurs, avez-vous vu le début du bout du capot du projet de petite Jeep qui avait été étudié autour de la mécanique R9? Si un jour j'ai envie, je ferai un article sur l'auto, parce que je suis un des rares survivants Renault à avoir fait partie de ce projet. Donc signé en 1989, je crois, dissous en 1980. Alors signé, l'idée c'était de faire en commun avec Chrysler, dans une usine en Espagne, une mini Jeep sur un concept, un plan inventé par le Berex de Dieppe quelques années avant.
Donc, j'ai été intimement lié à ce truc-là. J'étais même responsable du développement au début. J'ai même fait venir, on en a parlé tout à l'heure, Carlos Tavares pour évaluer le projet, etc., etc. Il y a eu des mulets de faits avec un design pas tout à fait définitif, mais j'ai tous les documents pour faire un bel article un de ces jours dessus. Alors, ce truc-là n'a pas marché. Le projet initial, pur vue Berex, était extrêmement séduisant et avait toutes les faveurs de Renault. Mais progressivement, quand on dit dans le plancher, dans le tunnel de l'auto, c'est plus un moteur C ou un moteur F8Q, mais c'est un 2,2 litres Chrysler arbre à cam en tête, c'est-à-dire c'est un moteur J, avec une boîte auto 3 vitesses et non plus une JB, puis on va mettre la clim, et puis on va mettre machin. La voiture grossit, grossit, grossit. Et puis le concept de base est largement dévié. Et Renault avait commencé à émettre un certain nombre de doutes sur la viabilité de ce genre de bestiole. Tout s'est réglé un matin où Lee Iacocca, le patron de Chrysler à l'époque, a demandé un rendez-vous avec M. Raymond Lévy et lui a dit dans son bureau, My dear Raymond, I have something to tell you. Je suis obligé de me retirer de tout partenariat avec Renault puisque je suis en train d'acheter Fiat et Bruxelles refusera, me demande de ne pas être sujet aux lois antitrust et blablabla. Donc, un matin, Chrysler s'est retiré de la JV. Le lendemain matin, nous étions à Détroit convoqués. Merci François. Une dernière question avant de conclure, parce qu'on a parlé un tout petit peu d'Alpine tout à l'heure. Question de François Mortier. Alors qu'Alpine semble en passe de revenir aux États-Unis, qu'a-t-il manqué à la GTA pour s'implanter au-delà des modèles déjà exportés là-bas? J'espère que Jean-François De Andria est derrière son écran. Cette réponse va l'intéresser. Il est là, Jean-François. Il est là, Jean-François. Il peut même répondre à la question. De La D501, D501, D502. Ouais. Alors pourquoi c'est pas fait d'affaire? Moi, je ne sais pas si Jean-François veut répondre. Je peux aussi essayer de répondre si ça intéresse quelqu'un. Ben oui, Jean-François. Ça va intéresser tout le monde, ta réponse. C'est Jacques Lacombe là qui parle. Je sévissais à l'époque dans la qualité et j'avais une discussion intéressante avec Tiberlien et Anon pour leur dire que si on avait des petits problèmes de fiabilité avec une alliance, on en aurait des très gros avec une Alpine V6 turbo. Il y a le fait aussi que lors d'une mission évaluation, on a une voiture qui était équipée d'un V6 turbo qui a pris feu. Ça n'a pas aidé à la décision. Beaucoup de voitures prenaient feu à l'époque. Oui. Je pense aussi qu'elle était au bout du bout vachement sous-motorisée par rapport aux attentes du marché, parce qu'on sortait à 180 chevaux. Merci Jacques pour cet éclairage. Pardon d'avoir confondu avec Jean-François. Et Jean-François vient d'ouvrir son micro, donc on va lui laisser la parole également. Oui, deux secondes. Pour moi, ce qui a tué le projet, c'est que Chrysler avait un produit concurrent et ça a éliminé définitivement l'Alpine, quels que soient les problèmes qu'elle pouvait avoir. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a permis d'accompagner une mission, d'accompagner les gens du Berex dans les Rocheuses avec une Alpine, de se faire repérer par les flics en feu rouge à Denver et quelques anecdotes sympathiques comme ça lors de missions froides. Mais bon, ça n'a pas. Nos essayeurs, Voilà, ça a fait des missions sympathiques, mais à la fin, ça n'a pas fait un produit. Les essayeurs d'Alpine a fini en prison, c'était pas facile de sortir de prison. Oui, exact. Oui. Il avait essayé de casser la gueule aux flics. Bon, j'espère que vous avez pu vous rendre compte avec la webcam, même si ce n'était pas très bonne qualité, de l'effort vestimentaire qu'ont fait également nos trois intervenants, avec de magnifiques t-shirts. Attends, il faudrait que François nous dise quand même un petit peu l'origine de ces t-shirts. Alors, les t-shirts, ils ne sont pas exactement contemporains de nos exploits à Détroit. Ils sont de quelques années après. En 1995, des jeunes, enfin des bobos friqués de Détroit ont voulu relancer ce qui s'appelait la Dream Cruise sur Woodward Avenue. Alors Woodward Avenue, c'est historique, c'est une avenue qui fait, je ne sais plus, 16 miles de long entre le centre de Détroit et Pontiac.
et sur laquelle les jeunes, dans les années 40, 50, 60, faisaient des burn-out. Enfin, c'est American Graffiti au cœur de la cité de l'automobile, tout simplement. Et donc, ce phénomène s'était éteint à cause du prix de l'essence et de la sévérité de la police. Et en 1995, quelques collectionneurs friqués ont décidé de remettre ça sur pied. Et j'y suis allé tous les ans, sauf pendant Covid, en gros. 30 000 voitures pendant un week-end, de 30 000 voitures et 1 ou 2 millions de personnes sur le bord de la route. C'est un peu la traversée de Paris de nos amis de Vincennes en ancienne, mais fois 50, quoi, en gros. Voilà. Et on ressort toutes les voitures anciennes, toutes les voitures modifiées, les hot rods. Et donc tous les ans, il y a un t-shirt spécial, donc j'en ai une belle collection. On pourrait faire une conférence sur le Dream Cruise, hein, c'est pas un problème. Voilà. Parce que ça vaut vraiment. Vous laissez tous sur les t-shirts. Merci. Bien. Eh bien, écoutez, un grand merci à nos trois intervenants. Merci à vous de vous être déplacés aussi nombreux à la bibliothèque. Et je tiens à préciser qu'il y avait en pic près de 150 personnes connectées à distance, qui montre le succès de ces conférences. Et nous vous remercions de l'intérêt que vous y portez. À très vite. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé.